Je suis venu faire un conservatoire des arts du cirque et du mime à Paris, qui s'appelait à l'époque le Carré Sylvia Montfort. De là, j'ai eu la chance, en sortie d'école, d'être pris pour un spectacle avec Antoine Vitez. Et puis voilà, de là, petit à petit, il y a eu un effet boule de neige qui s'est passé. Et j'ai fait beaucoup d'escrime, de théâtre, parce que j'étais physique. Et donc, du coup, je me suis intéressé à une dissociation entre tout ce qui était escrime de compétition et tout ce qui était les combats d'armes style des Trois Mousquetaires, pour comprendre, en fait, écarter la différence qu'il pouvait y avoir entre un personnage, le joueur et la personne, ce que j'ai mis en place petit à petit. De là, bon, j'ai eu pas mal d'expérience et ensuite je me suis retrouvé à être dans l'équipe qui a fondé avec Nils Arestrup. C'est Nils qui avait envie de créer une école. Et donc je me suis retrouvé dans l'équipe qui a aidé Nils à fonder le Théâtre École du Passage. Ça a été une école de spectacle qui a existé pendant 10 ans à Paris avec Nils. De là, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Denis Lavant et Juliette Binoche sur Les Amants du Pont-Neuf, où j'ai participé à cette aventure pendant 3 ans. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'avais aussi monté une salle à Paris autour de ce que j'appelais les jouets du cirque. C'est-à-dire que c'était comment tout le monde pouvait jouer au niveau du cirque, comment tout le monde pouvait faire tout ce qui était acrobatie, trampoline, trapèze, etc. De là, j'ai monté, enfin, entre autres, après, je donne les gros points, ensuite j'ai monté un lieu dans le Massif central qui s'appelle Regard et Mouvement, à l'hôtellerie de Pont-Tempéra, où là, je me suis intéressé vraiment à comment peut-on, toujours dans cette recherche de dissociation personne, joueur et personnage et créature, je me suis intéressé à savoir comment on pouvait constituer un lieu de recherche essentiellement au départ et ensuite de stage et de création en partant vraiment du plateau, enfin de l'espace de jeu et surtout en lien avec le public. De là, je me suis retrouvé ensuite en co-direction du Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Et puis ensuite, ça a été jusqu'en 2007. Et puis ensuite, j'ai fait tout un tas d'aventures à droite, à gauche, pour me retrouver aujourd'hui à Arendsène. L'objectif, c'était de faire une école pluridisciplinaire avec des personnes qui avaient des points de vue différents. Et donc, l'objectif, c'était de faire vivre, de faire rencontrer des points de vue aux élèves. Et donc il y avait de l'anglais, de l'escrime, du chant, de la danse, de l'acrobatie et bien sûr de l'art dramatique. C'était, je pense, la première école pluridisciplinaire en France pour les comédiens. On est là pour former des créateurs. Donc peut-être que pour le créateur, 1 + 1 c'est égal à 1 ou à 3. On n'est plus dans la réalité. Ce qui veut dire qu'une pluridisciplinarité dépendra de ce que le créateur veut dire. Tout le monde ne peut pas s'appeler Chaplin. D'accord ? C'est qu'il y a des gens qui ont, en fonction de ce qu'ils ont à dire, plutôt apprendre telle ou telle discipline. Hein, je serais plus pour une école d'autodidacte, quelque part, qu'une école où on suit l'enseignement que l'on veut et que l'on choisit petit à petit, plutôt que d'imposer quelque chose et sortir des élèves formatés. Je ne dis pas que toutes les écoles formatent, je dis qu'on peut tomber dans ce piège. Du coup, la pluridisciplinarité est intéressante à partir du moment où on sait pourquoi et qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on cherche. Le maître ignorant de Jacques Rancière, qui est issu d'une méthode Jacotot, où là, ni l'un ni l'autre ne connaît ce que l'on doit trouver. Et on cherche tous les deux pour faire trouver ce que le créateur veut trouver. Alors ça devient intéressant, parce que tout d'un coup, on est vraiment un pédagogue au niveau artistique pour l'emmener à trouver ce que l'on doit lui faire trouver qu'il veut. Et du coup, pas tomber
dans les droits que nous avons dans l'éducation nationale, dire 1 plus 1 égale 2. Là, on est ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue du créateur et de voir comment il peut trouver son propre chemin. La gymnastique est une discipline. D'accord ? Cette discipline fait partie des jeux de compétition. Et on travaille au niveau du jugement. Et heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas faire de la gymnastique. Donc la gymnastique, on met un point s'il y a ça, un point comme ça, si on arrive les pointes de pied tendus, les bras, machin, etc. Okay. Et on regarde si, par exemple, telle figure est faite de façon symétrique ou pas, et on va mettre des points par rapport à ça. Donc là, il y a un jugement, c'est oui, non, c'est binaire. Si on prend l'acrobatie, qui est antérieure à la gymnastique, puisque la gymnastique est issue de la guerre, au moment où il y avait ça, et donc du coup, on voit très bien le rapport très vite avec l'armée, c'était faire des corps plus forts pour mieux aller à la guerre. Hein. Ça arrive. Mais avant la gymnastique, il y avait l'acrobatie. L'acrobatie ne fait pas partie des jeux de compétition, ça fait partie dans ce que peut appeler Roger Caillois dans un bouquin qui s'appelle Les jeux et les hommes. Il a fait une classification au niveau des jeux, on mettrait ça dans les jeux de vertige. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu de vertige, même au niveau du spectacle, ce n'est pas quelque chose que l'on juge, c'est quelque chose que l'on critique. Donc au niveau de la critique, c'est comment on perçoit la chose et non pas comment on la juge. Donc quelqu'un, par exemple, si on reprend l'histoire des Amants du Pont-Neuf avec Denis Lavant, quand on regarde le film, on ne voit pas tout le travail qui a été derrière. Ce que l'on regarde, c'est uniquement comment il exprime à travers une intention son mouvement. Mais si on devait le noter au niveau de la gymnastique, il n'aurait pas une bonne note. Par contre, au niveau de l'expression de son personnage, alors tout d'un coup, ça devient intéressant. Donc on ne peut pas parler de technique, on va parler en fonction du personnage, comment les choses se sont amenées pour que l'expression de son personnage soit en empathie avec le regard du public. Du coup, c'est en ce sens où je dis, pour moi, la technique, je questionne, je ne mets pas la technique d'un côté et l'artistique de l'autre, c'est une unité en fonction de là où on veut arriver. Déjà, le mot pédagogue m'intéresse, puisqu'étymologiquement, c'est accompagner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les artistes ou les interprètes à accoucher, en fait, à les accompagner sur leur chemin. Je ne viens pas leur enseigner quelque chose, je les accompagne pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur processus. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout était un petit peu mélangé et j'avais envie de toucher la pédagogie un peu, entre guillemets, de façon scientifique. C'est-à-dire que je pense, au départ, qu'on peut enseigner à être doué. Si c'est simplement être bon, ce n'est pas quelque chose qui me suffisait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à emmener les personnes à un niveau doué, notamment au niveau de la présence sur le plateau. Donc du coup, je me suis intéressé à écarter un petit peu, si je donne une image d'une pelote de laine, c'est d'écarter un petit peu cette pelote de laine et voir comment toutes les ficelles se mettaient entre elles. Donc j'ai tout un tas de grilles de lecture et à partir de ces grilles de lecture, je tente d'avancer de façon, d'avoir une lecture de façon scientifique pour pouvoir amener les gens dans leur processus et pas leur donner un procédé. J'ai plus envie de dire qu'on serait dans le procédé du processus. Pour moi, je dissocie le talent de quelqu'un de doué et là, je ferai référence à monsieur Philippe Goudard, c'est une personne que j'estime beaucoup. Et lui part du principe que le talent, ça vient, on va prendre ça comme le mot argent, c'est le talent. Et donc du coup, on peut avoir du talent, c'est-à-dire gagner de l'argent sans forcément être doué. Mais on peut être doué sans avoir du talent, vous comprenez? Donc le doué, c'est qu'est-ce qui fait que le joueur qui va être sur le plateau, tout d'un coup, va pouvoir rayonner. Quand on parle en anglais de star ou en danse classique une étoile, donc c'est de pouvoir la faire rayonner comme une étoile et la rendre douée. Et de faire en sorte qu'à la fin, le travail qu'elle fait, qui est donc un jeu, puisque pour moi je considère ça comme un jeu, on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Pour moi, jouer n'est pas un travail, mais c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de travail, le jeu dépasse
le travail, quelque part. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et de voir comment on peut décortiquer les choses et vraiment montrer que c'est beaucoup de travail. Pour moi, c'est ça, être doué. C'est toutes ces histoires de grilles de lecture. Par exemple, je vais prendre une première grille entre personne et personnage. D'accord ? Si je joue Roméo et je joue avec une fille qui est Juliette. Donc il y a un moment donné où, quand on va jouer Roméo et Juliette, d'ailleurs on emploie le terme de jeu, on va jouer, joueur, d'accord ? Qui dit jeu dit joueur. Le moment où je vais dire je t'aime à Juliette, le public va être en empathie par rapport à ça. Donc il va y avoir vraiment quelque chose qui peut être fort entre Juliette et Roméo. Mais est-ce qu'une fois qu'on est sorti du plateau, la chose se continue entre les personnes? Non. Donc il y a une dissociation, ça permet d'écarter ce que je peux ressentir et percevoir sur le plateau en tant que joueur et en tant que personnage. Et moi, en tant que personne, on est ailleurs. Sinon, où sont les limites? D'où pour moi l'importance du jeu, de mettre ça dans le jeu, puisque le jeu a des règles précises. Ce n'est pas de l'amusement. Quand on s'amuse, il n'y a pas de règles. Alors que le jeu, il y a un espace, un nombre de joueurs, une durée, on sait quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on s'arrête, et des règles. Et il peut y avoir des jouets aussi. Le décor, pour moi, ce sont des jouets. Et non pas un décor. C'est décor et pas un décor. Du coup, la chose elle est complètement différente puisqu'on va jouer avec des jouets et on est vraiment dans un espace-temps précis où par contre, ce qui se passe au niveau du jeu peut être plus réel que dans la réalité puisqu'on peut, quelque part, un bon joueur n'est pas gentil. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est méchant, mais il peut être au plus juste de l'état dans lequel il est au moment où il est dans le jeu, dans la présence. Du coup, plus je vais tenter d'écarter, mettre un écart ou un entre les mots, plus je vais mettre un écart, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la pelote de laine, pour pouvoir tenter de capter par où passe le chemin, ce fil et le processus de l'histoire, et non pas tomber dans des procédés qui, forcément, par exemple sur certains jeux, on se rend compte que le procédé pour un ne marche pas pour l'autre. Et pourtant, on doit arriver à un résultat, en tout cas une empathie, et que la chose fonctionne au niveau de la lecture du spectacle ou du film. C'est un jeu parce que l'exercice, je me suis rendu compte avec le temps qu'un exercice, dans mon point de vue, mon petit point de vue, ne servait à rien. Parce que j'ai beau apprendre un exercice à quelqu'un, au moment où il va être en jeu, il va dissocier jeu-exercice. C'est-à-dire que, pour le coup, l'exercice est une technique. Alors que le jeu, c'est créer un petit vécu pour le grand vécu. Et on crée un état de corps, une attitude de joueur dans le jeu, qui n'existe pas dans l'exercice. Déjà, juste je dissocie ça, c'est intéressant, parce que souvent les gens emploient exercice, mais même si exercice est beau parce qu'on s'exerce, en attendant, je fais une dissociation entre exercice et jeu, parce que le jeu fait rentrer la chose de façon intuitive, et non pas discursive, parce qu'on peut faire du mouvement discursif. On peut apprendre l'acrobatie de façon gymnique, et donc ça devient du discursif, ou on peut dire je fais de l'acrobatie de façon intuitive, et là pour le coup pour moi ça devient de l'acrobatie, parce qu'on apprend la chose avec une certaine intentionnalité du mouvement et avec un état de corps. Donc du coup je tente toujours de mettre les gens en état de joueur et pas en état d'exercice. Donc du coup, quand on sort de l'éducation nationale, on apprend les mathématiques, le français, ce que je disais tout à l'heure, qui est un devoir, et je trouve ça très beau, et essentiel pour notre société, en espérant que ça continue le plus longtemps possible. Mais quand on vient ici, dans une école comme celle-ci, artistique, où on doit faire le choix, du coup, on n'est plus dans... les élèves sont en attente de « il va m'apprendre ce que c'est ». Il va me dire ce que c'est. Mais je ne peux rien leur apprendre si eux ne cherchent pas et s'ils ne se questionnent pas. Donc ce qui m'intéresse de voir, c'est quelles sont les questions que je vais pouvoir soulever et non pas les réponses à leur donner.
Et ce qui m'intéressait de montrer, notamment à notre époque, la différence qu'il y a entre l'unité du groupe et l'unicité de chacun. Et qu'évidemment, si je monte un Roméo et Juliette, suivant, donc Roméo et Juliette, ça va être l'unité de la pièce de Shakespeare, donc on va être au service de cette unité. Néanmoins, l'unicité de chacun va être importante, parce que suivant les joueurs qu'on va mettre, la pièce sera forcément différente. Et ce qui m'intéressait, c'était ce que je sentais comme ça, c'était que peut-être de plus en plus, par rapport à ce que l'on peut sentir, c'est que l'unicité est plus importante que l'unité. Nous sommes de plus en plus dans une société de compétition, donc du coup on pousse les gens à être de plus en plus en unicité et on oublie la chose essentielle sur le plateau, c'est l'unité. Et plus on va tenter de rendre les gens dans l'unicité, plus alors c'est ce qu'on peut appeler diviser pour mieux régner. Alors qu'au contraire c'est un jeu d'ensemble, d'être avec. Et du coup, par rapport tout à l'heure aux différents mots, il y a le verbe être et le verbe avoir. Et si je fais un mouvement, est-ce que je suis mouvement ou est-ce que j'ai mouvement? Si j'apprends par exemple un mouvement d'acrobatie, est-ce que je suis saut périlleux ou est-ce que j'ai le saut périlleux? Et à ce moment-là, je repars dans ma poche avec l'avoir. Ou est-ce que je repars avec l'être? On va parler de patrimoine intérieur. Comment je vais faire en sorte que mon patrimoine intérieur soit au service de l'unité du jeu, donc de la pièce ou du propos artistique en tout cas. Ce qui est intéressant là dans ce stage-là, ce sont des gens qui ont du vécu de la bouteille. Et donc du coup, pour moi, si on classe ça dans le mot stage, certes, il faut le mettre dans une case, on mettra dans stage. Mais pour moi, c'est plus une rencontre. Et de voir la façon dont ce que je préfère au niveau des rencontres, c'est de mettre en place des situations de jeu où on tend vers une autodidaxie, où là vraiment on voit l'apport des uns par rapport aux autres pour pouvoir développer leur projet. Et là, ça devient intéressant, parce que pour le coup, j'accompagne l'unité et l'unicité en même temps. Et eux comprennent vite. Et ça va très vite parce que ce n'est pas la somme des individus, mais on multiplie. À chaque fois qu'il y a une personne, ça se multiplie. Et non pas, ça s'additionne. Du coup, ça va très vite en 14 jours. Et très très vite, les gens vont vite puisqu'ils partent sur quelque chose de concret. Ils ont un projet et concrètement, très vite, ils mettent en œuvre leur stratégie ou leur tactique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va dissocier stratégie et tactique. Ils captent qu'ils ont une stratégie sur un long terme et que la tactique arrive tac, tac, tac sur l'instant. Du coup, très vite, ils arrivent à comprendre la différence qu'il peut y avoir en créant des petits vécus pour le grand vécu quand ils vont sortir de là. Du coup, ce sont des moments qui m'éclatent complètement puisqu'ils jouent le jeu. Très vite, ils comprennent qu'ils viennent jouer et qu'en se mettant dans une attitude de joueur, ils ne s'ennuient pas ou ils ne sont pas là pour apprendre, mais pour tracer leur chemin et trouver leur processus. Et actuellement, je suis sur une thèse qui s'appelle « La présence dans l'ailleurs », pour bien comprendre cette histoire d'espace-temps du jeu. C'est-à-dire que le jeu, de plus en plus, me montre que c'est un espace qui m'intéresse et qui me tient à cœur. Et plus j'apprends sur le jeu, plus je peux être pédagogue et accompagner. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.